Bienvenue dans cette troisième saison du podcast Récits ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Du coup, il est 6h, mon mari a de la fièvre. Du coup, voilà, je lui donne de Doliprane. Et là, les contractions commencent à revenir tranquillement. Et là, je comprends sans comprendre, en me disant: «Il se passe quelque chose aujourd'hui, quoi, je ne sais pas. Je ne peux pas accoucher aujourd'hui parce que mon mari n'est pas en forme». Mais voilà, donc les contractions sont là. Je commence à les gérer tranquillement, elles sont toutes les 20 minutes, tout doux. Du coup, mon fils se lève, il est 7h30. Il se lève, on déjeune tous les 2 parce que, mon mari, il était un peu au fond de son seau dans son lit. Et là, les contractions, j'ai besoin de danser sur les contractions. Voilà, j'ai besoin de mouvement et je sens que mon cerveau, je suis là pour mon fils, mais je suis pas là. Du coup, j'appelle, papy et mamie, mes beaux-parents, en leur disant: «Fabien va pas bien, moi je suis fatiguée, j'ai besoin de relais. Est-ce que vous pouvez prendre Léon pour la journée?» Donc voilà. Donc mes beaux-parents viennent chercher mon fils vers 9h. En parallèle, je prends rendez-vous pour mon mari chez SOS Médecins, parce que, lui, il était vraiment pas bien, vraiment, il est rarement malade, mais là, j'étais inquiète pour lui. Donc voilà. Donc mon fils part pour la journée. On a rendez-vous qu'à 13h30 au médecin. Donc je passe la matinée à me reposer, à vivre mes contractions et en me disant: «Ça va, c'est tranquillou, c'est comme, depuis 1 mois et demi, j'ai des contractions, ça reprend après cette semaine de tumulte, mais on est large, quoi. J'ai encore quelques jours devant moi». Et puis, on part, pour le médecin, donc mon mari incapable de conduire. SOS Médecins est à 30 minutes de chez moi. Donc me voilà partie avec la voiture. J'ai 3 belles contractions qui me traversent pendant que je conduis. Donc j'essaye de me concentrer sur la route. Vraiment, mais on en rigole dans la voiture, mais parce que c'était trop drôle. Enfin, moi qui contracte, lui qui est dans un état, mais enfin, on arrive à SOS Médecins et là, donc elle l'ausculte et tout ça et elle dit: «Je suis désolée, je ne peux rien pour vous, il faut aller aux urgences». Et donc là, petit coup de panique en me disant: «Je suis bien, bien enceinte et je vais mettre un pied là où je ne veux jamais où je ne voulais pas aller». Et je pense que j'avais un dernier travail à faire avec l'autorité médicale, pour pouvoir donner naissance à Jade. Donc nous voilà partis pour les urgences. Nous arrivons aux urgences, nous sommes en salle d'attente. Mon mari est pris en charge plutôt rapidement et du coup, je me retrouve seule en salle d'attente. Une salle d'attente qui se remplit. Je suis assise entre 2 monsieur, bien costauds.
Je contracte toutes les 15 minutes. J'essaye de faire genre que tout va très, très bien. Je fais beaucoup d'allers-retours aux toilettes de la salle d'attente pour pouvoir bouger sur les contractions. Voilà. Mon mari a harcelé l'équipe en leur disant: «Ma femme est sur le point d'accoucher, j'aimerais quand même qu'elle soit avec moi». Du coup, au bout d'un moment, l'équipe vient me chercher et du coup, je suis installée sur un brancard à côté du brancard de mon mari dans un box. Donc nous sommes tous les 2 sur un brancard. Non, mais c'est complètement fou, vraiment. Je ne voulais pas du tout aller à l'hôpital et je me retrouve à l'hôpital pour commencer le travail. C'est complètement, et je me dis: «Mais on peut pas me croire, en fait». C'est complètement fou, vraiment. Il se passe, du coup, voilà. Donc je contracte, voilà, au milieu des scopes, au milieu des visites des infirmières, au milieu, de la visite avec le médecin et les contractions s'intensifient. On est toutes les 15 minutes, on est toutes les 10 minutes, on est toutes les 8 minutes et puis après on est toutes les 5 minutes et là je dis gentiment à l'infirmière, «C'est vraiment cool de nous faire sortir». Du coup on avait mis l'infirmière dans la confidence que c'était un accouchement à domicile. On n'avait pas dit qu'il n'y avait pas de sage-femme parce qu'on avait vécu assez de choses, à ce sujet et du coup, je dis à l'infirmière, «J'aimerais bien qu'on puisse sortir». Mon mari, voilà, il avait eu les antibiotiques, ils avaient fait le diagnostic d'un érysipèle, donc une infection au niveau de la peau de la jambe. En soi, on attendait des résultats de bilan, mais qui étaient pas importants, enfin, voilà. Et du coup, ils nous font sortir, parce que, bah, l'infirmière a compris que là, pour moi, il se passait des choses. Donc on sort, ils nous font quand même, vous savez, la maternité, elle est juste au-dessus. Oui, mais non, moi je veux aller chez moi. Et du coup, on sort des urgences et là, je passe la porte des urgences et une contraction, mais vraiment, genre, ça y est, quoi. Tu as réglé ce que tu as réglé avec l'hôpital, tu as été capable de leur dire non. Moi, je rentre chez moi, même si là, vous voyez que ça pousse. Et en fait, non. Et du coup, là, je dis à mon mari, par contre, je ne peux pas conduire pour rentrer. Là, ça contracte trop fort. Donc, je pense que j'ai plusieurs contractions qui me traversent jusqu'à ce qu'on arrive à la voiture. Nous cherchons une pharmacie de garde parce que c'est le week-end de Pâques et que dimanche, lundi seront fermés. Qu'il faut absolument ces antibiotiques, qu'il est 18h30 et qu'il nous reste une demi-heure avant que tout ferme. Donc nous voilà partis à la recherche d'une pharmacie en contractant toutes les 5 minutes. Non mais un sketch, mais c'est vidéo gag l'histoire, vraiment. Du coup, mon mari part chercher ses médicaments et moi, je monte à l'arrière de la voiture parce que je ne peux plus gérer les contractions assises en fait devant. Nous avons les médicaments, nous avons tout le monde dans la voiture et du coup, go à la maison parce que là, il faut rentrer. Et du coup, le trajet est assez dur parce que j'arrive pas à gérer mes contractions. J'ai pas de place, j'ai pas d'espace. Elles sont fortes, elles sont, enfin, clairement, ces contractions-là m'ont fait mal. C'est les seules qui m'ont fait mal, mais j'ai eu mal. Vraiment une douleur, mais enfin, trop dure à gérer. Et du coup, on habite quand même à une demi-heure de l'hôpital et de la pharmacie. Donc, une demi-heure, c'est long. C'est très long. Et nous voilà enfin à la maison. On a juste envoyé un message à mes beaux-parents en leur disant: «Est-ce que vous pouvez garder Léon pour la nuit? On est fatigués, mais tout va bien pour nous». Et du coup, on passe la maison et là, on coupe contact avec tout le monde. Donc mes beaux-parents ont eu assez peur parce que, bah, d'une minute à l'autre, plus de contact avec nous, plus de son, plus d'images. Inquiets pour leur fils, inquiets pour moi. Enfin bon, je pense qu'ils ont passé une mauvaise nuit, mais bon. Donc là, je rentre dans la maison, je jette toutes mes affaires, je me déshabille et je file au bain. J'avais besoin d'un bain chaud. Enfin, je me mets dans le bain et là, les contractions s'arrêtent et j'ai 20 minutes où il n'y a plus rien, vraiment. Et du coup, je prends le temps de me remettre de mes émotions de cette journée où je suis allée à l'hôpital alors que je ne voulais pas y aller. Vraiment un truc de fou. Enfin, voilà. Mon mari part se coucher parce que lui, il n'était pas en forme. Et du coup, je gère, les contractions reprennent tranquillou, mais là, on est sur des contractions toutes les 15-20 minutes.
Vraiment, ça repart tranquillement. Enfin, et heureusement, en fait, que c'est pas reparti toutes les 5 minutes, que enfin, j'aurais pas été capable. Je pense qu'on est capable de tout, mais c'était ce qui m'était juste pour me remettre bien dans ma situation et dans la naissance de Jade. Donc voilà. Donc j'alterne entre le bain, sa chambre, le bain, sa chambre que j'avais préparée du coup avec un matelas, le ballon, un fauteuil, mon petit hôtel de naissance, et où il y avait encore cette odeur du soin au tambour qu'on m'a fait une semaine avant. Et donc hyper portée en fait par ces énergies, par ce qu'il y avait dans cette pièce, parce qu'il y avait. Enfin, voilà. Donc ça contracte, ça contracte. Donc on est rentré à 19h10, 30, un truc comme ça. Jusqu'à 22h, je fais très bien. Et à 22h, je demande à mon mari de me rejoindre parce que j'arrive plus à être toute seule en fait. Donc mon mari vient, il s'allonge sur le lit qu'on avait mis dans la pièce et voilà. Et il dort entre chaque contraction. Et moi, c'est des vagues. C'est des vagues où ça monte et ça redescend. Et je m'endors entre chaque vague. Mais cette sensation de contraction, de vague, mais elle est dingue. Mais elle est dingue. En fait, elle est tellement agréable. C'est comme un orgasme, en fait. Ça monte, ça monte, ça monte. Et après, plus rien. Et c'est trop bien. Tu planes, quoi. C'est, Du coup, j'ai testé la contraction douloureuse dans la voiture. Et là, je découvre une contraction, mais que je kiffe, en fait. Enfin, alors, mon mari n'a pas le même discours, mais parce qu'il est de l'autre côté et que je pense qu'il n'a pas d'hormones, donc il ne voit pas la même chose que moi. Mais il m'a même demandé à un moment, mais il me dit, mais t'as mal ou pas? Je dis, non, c'est de la puissance. Par contre, ouais, ça vient au fond des tripes, quoi. Ça te prend fort et ça monte très fort. Mais la sensation, elle est dingue, vraiment. Et là, moi, je perds toute notion de temps. Mon horloge s'arrête, clairement. Euh, du coup, voilà, ça avance. Je vais du bain à la chambre et je dors entre chaque contraction. Je me pose, je mange, on rigole sur certains trucs parce que enfin, la journée était quand même assez drôle. Maintenant, tout le monde va bien, c'était drôle quand même. Et là, ça, c'est ce que mon mari m'a reporté parce que du coup, moi, j'ai plus de notion de temps, mais vers 2h, ça s'accélère. Et là, j'ai un premier coup de panique en me disant, je ne comprends pas, je contracte que toutes les 20-25 minutes et ça n'accélère pas alors que c'est quand même très puissant. Et là, je dis à mon mari, je crois qu'il y a un problème. Ça va pas. Donc lui, il me regarde genre, oui, problème, quoi? Ou ben voilà, on n'avait plus de sage-femme et il m'a suivi. Ok, tu vas accoucher chez toi, je te suis, mais je suis comme ça, quoi. Je suis pas bien, je suis flippée de ce qui peut t'arriver à toi et au bébé. Et je lui dis, je ne comprends pas. Mes contractions sont que toutes les 20 à 25 minutes et normalement, c'est censé s'accélérer. Et là, il me répond, non, non, tu contractes toutes les minutes, voire toutes les 45 secondes. Et là, je lui dis, ah, bah, tranquille. Et du coup, ma notion de temps, elle est complètement mais biaisée, en fait. Moi, j'ai l'impression de pouvoir faire des méga siestes entre chaque contraction. Et en fait, mon mari me dit, mais non, en fait, elle se finit qu'elles repartent déjà, tes contractions, en fait. Donc non, tu ne dors pas, en fait. Et c'est là que le corps, en fait, je me suis dit, mais mon corps est magique. Mais, mais mon corps est magique, en fait. Enfin, il me donne l'impression que je me repose pour que je le travaille qui dure depuis quand même. Enfin voilà, il était 2h du mat, je suis levée depuis 6h. Enfin, voilà, la fatigue devrait se faire sentir, et en fait, non. J'ai l'impression de dormir et du coup d'être hyper reposée. Et enfin, vraiment, rien que pour ça, et je remercie mon corps et j'admire mon corps. Enfin, il a fait un truc de ouf, quoi. Et là, c'est vraiment le corps qui fait parce que le mental et le conscient, il sert à rien là dans ce moment-là. Mais c'est vrai. Et du coup, voilà. Euh, Après, ça s'accélère vraiment. Enfin, moi, je sens que ça s'accélère, ça devient de plus en plus puissant. Et ça devient difficile à gérer pour moi parce que c'est tellement puissant que, en fait, je suis face à moi-même, face à ma puissance et ma souveraineté. Et ça fait peur, mais ça fait flipper, en fait.
Et ouais, j'ai vraiment eu peur, mais pas peur qu'il m'arrive un truc ou qu'il arrive un truc à ma fille, mais mais peur, en fait, de cette puissance de enfin, je trouve qu'on a un entre-deux-mondes entre la vie et la mort, entre enfin, on est sur un truc qui est ouvert, enfin, je sais pas l'expliquer, mais on est sur un espace-temps qui n'est pas notre espace-temps habituel et on se découvre soi-même et mais ça fait trop peur, vraiment. Donc beaucoup de peur, et là, mon mari, mais enfin, vraiment, il m'a impressionnée, vraiment. Voilà. La grossesse nous a beaucoup bousculés, elle a créé beaucoup de tensions entre nous parce que j'ai vécu des moments très durs dans ma grossesse et lui, il a essayé de jongler comme il pouvait là-dedans. Mais là, je le pensais pas capable d'être aussi soutenant et aussi fort, surtout sur un projet d'enfantement libre où lui, il était pas pour et il m'a suivie en fait. Il a plongé là-dedans avec moi sans tout ce que enfin, sans s'être réellement préparé. Enfin, il a ce que je lui ai pu lui expliquer toute la grossesse, mais voilà, en fait, il m'a suivi, il m'a fait confiance à 1000 et c'est trop beau, mais c'est l'amour, quoi. Et du coup, là, il a été très soutenant. Il m'a aidé à gérer chaque vague, à il a tenu le cap parce que, ben ouais, j'ai vécu une phase de désespérance quand même, assez forte. Je l'ai engueulé parce qu'il n'a pas prévu la péridurale et en fait, en relisant, je me dis: «Je la péridurale, en fait, à ce moment-là, j'avais tellement peur de moi-même, tellement peur de la puissance qui était en train de sortir, qu'on m'aurait posé la péridurale à ce moment-là et beh, j'aurais pas sorti de cette zone où en fait, je me connais comme ça et là, en fait, j'étais en train de découvrir une autre partie de moi-même et c'est une partie qui est tellement profonde, qui est tellement forte. Enfin, on porte la vie en tant que femme, enfin, on peut porter la mort et c'est tellement fort et à ce moment-là, ma fille ne bouge plus, je la sens plus donc c'est elle est morte, elle est vivante et moi, j'en suis où? Et est-ce que moi enfin et vraiment d'être face à ça, c'est, ça fait tellement peur qu'en fait, tu veux la péridurale pour couper et cacher ça et c'est même pas une histoire de douleur à ce moment-là, c'est vraiment j'ai peur. J'ai peur de ce que je suis en train de découvrir sur moi-même. J'ai peur de cette guérison qui est en train de se passer, en fait, parce que enfin, cette nuit-là, il s'est passé mais ça m'émeut tellement, c'est si puissant ce qui s'est passé. Enfin, il y a pas qu'une naissance, il y a pas que la naissance de Jade. Il y a aussi ma naissance en tant que femme, mais en tant que femme réelle, en tant que femme puissante, en tant que femme souveraine, en tant que ouais, je suis une adulte, en fait, je suis plus une enfant et je ne dépends plus de ce que les autres décident pour moi. Je suis plus sous l'autorité de quelqu'un, en fait. Je suis sous mon autorité moi-même, de moi et juste moi, en fait et ça fait peur. Clairement, ça fait peur et je pense qu'en France, on n'est pas encore prêt à l'enfantement libre parce qu'on a peur de ce que les femmes pourraient faire, en fait. Parce que si elles se découvrent elles-mêmes, comme je me suis découverte cette nuit-là, bah, ça bougerait, je pense, en France. Je sais pas ce qui se passerait, mais si toutes les femmes se découvraient si puissantes et si souveraines, mais ouais, on retournerait beaucoup de choses et je pense que c'est les enfin, qu'on a médicalisé l'accouchement et ça a été fait à partir des hommes. C'est les hommes qui ont essayé de mettre le pouvoir dessus. C'est parce que je pense qu'on leur fait peur en tant que personne qu'on est et en tant que femme. Et que si on nous met le pouvoir dessus et qu'on nous abaisse et qu'on nous dit qu'il nous faut la péri et tout, ben on découvre pas ça. Et du coup, on reste la petite femme qu'on est, quoi. Et voilà. Bref, c'est mon analyse de cette nuit-là. Et du coup, donc voilà, les contractions se passent, mon mari m'aide à les gérer. Voilà. Je m'aide beaucoup du clitoris pour gérer les contractions. Et là, c'est la guérison de l'inceste que j'ai vécu en fait. Et de l'épisio et de tout ça, parce que du coup, mon clitoris et toute cette partie sexuelle de mon corps, c'est une partie avec laquelle j'ai beaucoup de mal, une partie où je suis pas à l'aise, une partie que j'ai détestée pendant une période. Si elle n'aurait pas été là, j'aurais pas vécu l'inceste.
Et du coup, en fait, pourquoi j'ai utilisé le clitoris, je ne sais pas. Parce que bah, je me suis laissée porter par ce qui se passait. Et c'est un puissant antalgique quand même. Ça donne cette sensation d'orgasme et de post-orgasme entre chaque contraction. Et ouais, et ça m'a guéri en fait. Enfin, ouais, cette nuit, elle a été très, 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 très forte pour moi en termes de guérison. J'ai fait tout le chemin avant et ça a été la dernière clé en fait. Et en fait, ouais, ça m'a redonné, enfin, m'a permis d'aimer cette partie de moi que j'aimais pas, que j'ai détestée, et que si elle n'avait pas existé, j'aurais pas vécu d'inceste. Et en fait, le problème, c'est pas ma partie génitale de cet inceste, c'est ben, la personne qui l'a fait, en fait. C'est pas moi le problème, c'est l'autre. Et j'ai 26 ans, c'était il y a 15 ans, je réalise ça que maintenant. Enfin, j'ai mis 15 ans à vivre avec en me disant que c'était moi le problème. Donc, enfin, voilà. Donc, enfin, ça me, ça me retourne de mettre des mots dessus parce que je pense que tu es la première personne à qui je mets des réels mots dessus. Et, euh, et voilà. Et je ne parle pas beaucoup de cette histoire parce que bah, voilà, je ne veux pas embêter, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vécu de l'inceste. Et si elles écoutent mon histoire, je leur souhaite qu'elles fassent un nana pour se guérir, pour se reconnaître, pour se dire qu'elles ne sont pas coupables de ça. En fait, c'est pas elles le problème. Que leur corps, c'est le leur, qu'il faut qu'elles l'aiment et que et qu'elles sont pas responsables. Vraiment. Si j'ai un message à faire passer, c'est ça. Voilà. Donc bref, le travail continue, je contacte toutes les minutes avec cette sensation de 20 minutes. Et arrive 6 heures, et là, la désespérance ultime de ma vie. Je pleure toutes les larmes de mon corps en me disant, mais ce bébé ne naîtra jamais. Donc nous sommes à 42 plus 5. Je me dis, mais c'est pas possible. Il est pas possible, il est accroché, il doit avoir un pied, une main accrochée dans cet utérus pour pas sortir. Du coup, je finis assise dans la chambre, adossée au mur, jambes écartées, à pleurer toutes les larmes de mon corps, en me disant, mais j'en suis incapable, jamais j'accoucherai, elle ne naîtra pas, on va finir à... Enfin, vraiment. Et là, mon mari me dit, est-ce que tu veux que j'appelle une copine pour qu'elle vienne te soutenir? Et en fait, enfin, ouais, je l'admire parce qu'il a su le proposer à un moment qui m'était juste et qui était beau. En fait, il ne l'a pas imposé à un autre moment. Et, enfin, il ne l'a pas imposé du tout, pardon pour le mot, mais il a su me la proposer. Et du coup, il a appelé cette amie donc à 6 heures. Donc, elle a été réveillée de bonheur. Et c'est cette copine qui a perdu son papa, du coup, une semaine avant. Vraiment, c'était une semaine pour elle comme pour moi. Et du coup, il a appelé. Et bon, elle habite à 5 minutes de la maison. On habite dans le même village. Donc, le temps qu'elle arrive et tout ça, il y a une contraction qui a repris. En fait, le travail s'est arrêté, je pense, un quart d'heure, 20 minutes. Et là, une contraction. Mais je suis passée de avachi en arrière à quatre pattes. Mais c'est la contraction, mais elle m'a propulsée. Mais, mais elle m'a propulsée pour accoucher. Elle m'a propulsée pour devenir une femme, pour devenir puissante, pour devenir qui je suis maintenant. Enfin, c'est la contraction, mais ultime, quoi. Et du coup, je suis propulsée à quatre pattes. Une nouvelle contraction arrive, la poche éclate et la tête sort. Et là, j'ai la tête de ma fille entre les jambes. Enfin, ça y est. Et j'ai rien fait parce que, comme elle voulait pas naître, j'avais décidé qu'elle ne naîtrait pas, en fait. Tu veux pas naître, et ben ok, je fais plus rien, en fait. Et du coup, je mets ma main sur sa tête, je touche son petit nez et je dis, elle a un nez. Pourquoi? Ouais, j'ai vérifié qu'elle avait un nez. Chacun, il y en a qui vérifient les doigts et les orteils, moi je vérifie le nez. Et là, une nouvelle contraction.
Alors, non, avant la nouvelle contraction, je la sens tourner. Je la sens là pour débloquer les épaules. Enfin, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais elle tourne. Et la nouvelle contraction, et j'attrape ma fille, et elle est dans mes bras. Et là, je ne m'en souviens pas. Directement, c'est mon mari. Je l'ai prise, je l'ai aspirée au niveau du nez et de la bouche. J'ai aspiré, j'ai craché. Et elle s'est mise à pleurer. Enfin, c'est même pas des pleurs, elle s'est mise à respirer et à pleurnicher comme ça, genre en mode je suis là, maman, ça y est, quoi. Et elle est là, en fait, elle est dans mes bras. Je l'ai fait. J'ai résisté au procureur de la République, j'ai résisté à la dénonciation. Je me suis guérie de mes relations toxiques, de ma peur d'avoir une fille, de, de tout, et de tout. Et elle est là, quoi. Je l'ai dans les bras. Et elle est née, quoi. C'est dingue. Et tu vois, ça fait 3 mois et je réalise toujours pas, en fait, que qu'elle est née et qu'elle est là et qu'elle est avec moi, quoi. Euh, et du coup, ouais, voilà, 2, 3 minutes après qu'elle soit née, mon amie qu'on a appelée est arrivée. Et je me souviens de sa tête où elle a fait, genre en mode, enfin, elle est là sur les premières minutes de vie de ma fille. Et je trouve ça trop beau pour elle parce qu'elle a accompagné son père sur ses dernières minutes de vie. Et elle est là sur les premières minutes de vie de Jade. Et, ouais. Et c'est une amie pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc je suis très, très heureuse qu'elle ait pu voir ces premiers moments. Et quand son père était en train de partir, elle m'a envoyé un message. C'est le moment pour toi, Céline, d'accoucher. Il y a une âme qui est en train de partir. C'est le temps qu'une nouvelle âme arrive. Et du coup, ouais, je lui ai fait ce cadeau, en fait, de lui montrer cette naissance. Et voilà. Et elle m'a fait le cadeau de me soutenir malgré son deuil, malgré. Enfin, c'est une amitié. Enfin, voilà. C'est magnifique, quoi. Voilà. Et là, mon mari me dit, c'est une fille ou c'est un garçon? Parce que j'étais tellement convaincue que c'était une fille, en fait, et je le savais que pourquoi vérifier? En fait, je le sais. Et du coup, bon, là, je regarde. Oui, c'est une fille. Voilà. Donc, elle est là, j'ai ma fille, je suis entourée d'une copine, de mon mari. Enfin, c'est le plus beau moment de ma vie. Et du coup, il est 6h30 quand elle est née. Et à 6h45, les contractions reprennent. Et là, c'est la naissance du placenta. Le placenta naît. Voilà. Et je commence à saigner pas mal. Et du coup, la bourse à Pasteur que j'ai été chercher à 1 heure de route 2 semaines avant, et bien voilà, je l'utilise. Du coup, ma copine s'occupe de me préparer ça. Voilà, c'est elle qui gère le timing de toutes les. Je sais même plus, je crois que c'est toutes les 10 minutes, il me semble qu'il faut la prendre. Voilà, c'est elle qui gère ça, qui me donne les gouttes et tout ça. Je vérifie moi-même mon placenta. Et du coup, je vois qu'il manque un tout petit bout. Mais comme je sens que tout va bien pour moi, je leur dis que tout est OK, que le placenta est complet. En fait, je me dis, bah, sur le moment, je me dis, il ne faut pas que j'inquiète qui que ce soit parce que ma copine est infirmière aussi. Donc, je l'ai amenée dans mon projet, mais voilà. Et mon mari, bah, voilà, tout va bien. Du coup, voilà. Je ne dis pas qu'il manque, mais il manquait genre 3 centimètres sur 2 ou sur 5, enfin, vraiment un petit bout, vraiment. Et les mamans qui m'écouteront et qui sont inquiètes de savoir comment on sait que le placenta est complet ou pas, ça se voit en fait. Tu vois qu'il y a un bout qui manque. Vraiment, ça se voit. Enfin, tu peux pas passer à côté. Vraiment, ça se voit quand il manque un bout. Du coup, voilà. Donc, bourse à Pasteur, les saignements ralentissent, tout ça, tout ça. Je profite de ces premiers moments en peau à peau, voilà, porté par mon mari, par mon amie, du coup, qui fait le ménage du sang qui avait parti. Enfin, elle gère toute la logistique, en fait. Vous pouvez mettre mal à l'aise mon mari, donc voilà. Premier moment. Et puis, du coup, là, je me dis, mais moi, j'ai décidé d'accoucher à la maison, mais c'est pour que mon fils. À la base, j'avais prévu que mon fils soit à la maison, mais tout à fait que, bah voilà, il était chez papy mamie. Donc, on appelle mes beaux-parents au lever du lit à 7h30, on les réveille. Vous êtes grands-parents, j'ai accouché à la maison, faut nous ramener Léon.
Donc là, le ciel leur est tombé sur la tête parce qu'ils étaient à 10 000 lieues du fait que j'avais décidé d'accoucher à la maison. Ils n'étaient pas du tout au courant de toute cette histoire. Donc voilà. Donc ils nous ramènent Léon. Léon arrive, je pense, quasi 2 heures après la naissance de Jade à peu près. Et c'est trop beau, la rencontre du frère et de sa sœur. Du coup, il arrive. De suite, il court dans la chambre parce que, bah, je sais pas, lui, il savait que j'étais là. Et il rentre, et alors il s'arrête une minute, genre, enfin même pas une minute, genre, attends, maman, elle a un truc sur elle, elle a plus le gros ventre. Ah voilà, il a 2 ans, donc. Et en fait, il reprend sa vie, mais comme si, en fait, elle avait toujours été là, quoi. Il fait sa petite vie. Il vient faire un bisou câlin à sa sœur. Il va chercher un ballon parce qu'il est fan de ballon, donc il présente à sa sœur ce qu'est un ballon quand même. Et en fait, genre, bah ouais, en fait, il y a un bébé, mais ok, c'est la vie. On continue, quoi. Ok, moi je fais le fou, j'adore faire du trampoline sur le lit, je fais du trampoline. Pas vraiment, lui, mais tout va trop bien dans sa vie, quoi. Maman est là, papa est là, j'ai une sœur. Et Jade commence à chercher à vouloir vraiment téter. Voilà, elle cherche. Et du coup, je dis à Léon, que j'allaite encore, du coup. Est-ce que tu veux montrer à ta sœur comment on fait pour téter? Et là, forcément, qui me dit oui. Et du coup, il tète sur le sein droit. Voilà, il prend une bonne tétée. Bon, et au passage, il me dit que c'est dégueulasse. Et du coup, juste après qu'il ait fini de téter, il dit à sa sœur, à toi. Et du coup, je cale Jade sur l'autre sein. Et elle commence à téter. Et là, sa tête, mais des yeux qui pétillent, en fait, il est tellement fier de lui. Il a montré à sa sœur comment on fait pour téter. Ça, c'est. Voilà. Du coup, bon, bref, bon, t'imagines bien que je pleure toutes les larmes de mon corps parce que c'est trop beau. Parce que j'ai mes 2 enfants au sein, parce que je suis à la maison, parce que ben, j'ai réussi à tenir le cap et à envoyer chier tout le monde, en fait. À envoyer chier l'autorité médicale, à revendiquer ma liberté et la liberté qui m'est juste moi. Et parce Ça a coupé. Tu en étais voilà, t'es en larmes parce que t'as. Moi aussi, je suis en larmes, hein, juste en t'écoutant. Euh, voilà, tu étais en larmes parce que t'as rencontré ta souveraineté, parce que tu l'as fait, parce que t'as envoyé bouler à toutes les personnes qui venaient comme brider et te dire c'est quoi la bonne posture qu'il faut être pour une bonne petite fille sage. Et donc là, t'as tes 2 enfants en côté été. ouais, un côté, mon mari qui regarde, qui. Enfin, je vois qu'il est ému. Alors, c'est pas quelqu'un qui pleure, hein. Mais je le vois qu'il est ému, qu'il est touché par tout ce qui vient de se passer. Enfin, voilà, on a réussi, quoi. On a réussi ensemble. Et voilà, et je suis fière de moi, je suis fière de mon mari, je suis fière de ma fille parce que bah, c'est elle qui est née, hein. Enfin, moi, clairement, c'est pas moi qui l'ai fait naître. C'est elle toute seule qui est née parce que, bah, voilà, parce qu'elle sait faire, en fait. Si on leur laisse le temps de faire, ils savent faire. Et le temps et la possibilité de le faire, hein, parce que quand on est allongé, jambes en l'air, on leur laisse pas la possibilité de le faire tout seul, clairement. Voilà. Et du coup, bon, c'est un beau bébé de 4 kilos, de 4 kg 2 pour 54 centimètres. Voilà. Un petit poupon bien, bien potelé qu'on a envie de croquer. Euh, voilà, et du coup, et en fait, notre vie, ben, elle reprend son cours. Et je trouve ça ouf, en fait, parce que ben, quand tu vas à l'hôpital, ça te coupe, hein. C'est vraiment, c'est hors du monde. Et en fait, là, on a continué notre vie en étant quatre. Et je trouve ça trop beau, en fait, de. Ben voilà, mon fils, du coup, de suite, il a été impliqué dans le fait qu'il y ait une petite sœur et on a continué notre vie et voilà, quoi. Et, et ouais, c'est ouf. Et du coup, voilà. Et après, on a été la déclarer, et enfin, tout ça. Et alors, j'étais pas inquiète parce que dans mon village, je savais que j'aurais pas de soucis, mais voilà. Bon, j'ai quand même eu un petit appel de la PMI.
Voilà, quand même, au cas où. Voilà. Enfin, trop bien. Vraiment, c'est alors j'espère que toutes les femmes, pourront se découvrir. Mon fils a fait de moi une mère et ma fille a fait de moi une femme et c'est beau. Et j'avais tellement peur d'avoir une fille, mais en fait, c'est je la remercie, en fait, vraiment, d'être, la petite fille qu'elle est et je sais que je suis qu'au début de j'ai guéri une grande partie de moi, mais il y a encore beaucoup de travail à faire et je suis pas au bout de mes surprises avec, ce que mes enfants vont me faire travailler. Je ne sais pas où ils vont m'emmener, mais ils vont m'y emmener. Je Et en fait, je suis prête à me faire surprendre parce que, beh, j'ai plus peur de moi-même. J'ai plus peur de ce que les autres peuvent penser et dire de moi, ce que les autres peuvent décider pour moi. En fait, c'est je suis la seule responsable de moi-même et voilà. En fait, je suis devenue, bah, ouais, je suis devenue enfin, je me sens forte, je me sens enfin, j'ai même pas de mots pour décrire comment je me sens maintenant. Mais mais ouais, je kiffe la personne que je suis devenue, en fait. Et voilà et je kiffe moi enfin voilà, mon corps aussi, enfin, il est fabuleux, enfin, il a apporté la vie, il a donné naissance et en fait, j'ai besoin de personne pour donner naissance. Enfin, mon corps sait le faire, le bébé sait le faire et on n'a besoin de rien d'autre, en fait. Juste de nous et d'un bébé et c'est parti, quoi. Et voilà et ouais. Alors j'aime la vie, je l'aimais déjà avant, mais depuis c'est enfin, je c'est décuplé par je sais pas combien, quoi. Parce que c'est beau et voilà et je souhaite à toutes les femmes un jour de pouvoir se découvrir et que ça soit en enfantement libre ou à l'hôpital, mais je leur souhaite de pouvoir être libres de ce qu'elles veulent elles et de se connaître elles-mêmes, en fait. Je leur souhaite vraiment de tout cœur et de pouvoir se guérir comme j'ai pu le faire et c'est un sacré voyage avec des passages plus ou moins douloureux, plus ou moins durs, mais c'est trop beau. Vraiment, voilà. Je pense que je t'ai, beaucoup tout dit. Moi, ça, alors comme, voilà, je suis passée par toutes les émotions, j'ai beaucoup pleuré et ça m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup rigolé aussi. Ouais, il y a des étapes qui sont drôles quand même. Et, il y a cette phrase qui est venue. Alors, tu me dis si ça te parle. C'est au final, tu es sortie euh, de cette éducation qui t'a anesthésiée, t'avais comme privé d'une part de toi, de cette aventure de vie qui t'a comme, qui, ouais, qui te maintenait étriquée. Et là, tu es venu briser ces chaînes et comme si, là, j'écarte les mains comme si voilà, ça s'ouvre et que là, ça te laisse le champ des possibles d'expérimenter. Ouais, mais c'est trop ça. Mais c'est très, très bien résumé, ouais, c'est ça. Et oui, ouais, c'est une ouverture, ouais, c'est ça, quoi. Très bien résumé, ouais. Après, il y a une chanson qui m'est revenue en tête, c'est, je sais pas si tu la connais, je crois que c'est l'association Humanly lors d'une de ces formations qui chante ce chant-là. C'est Je suis la reine de mon royaume. 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 Pour moi, c'est ça. En fait, t'es vraiment une reine. T'es venue poser ta couronne et briller toute ta lumière en pleine possession de tout ton corps. Ouais, Et c'est ça que je perçois de toi. Et le cœur, il est tout chaud, il est tout. C'est magnifique de pouvoir écouter ton récit. merci. Ouais, merci beaucoup de m'avoir, donné l'espace de raconter tout ça, de mettre des mots là-dessus et j'espère vraiment que ça aidera des femmes parce qu'il faut qu'on devienne toutes puissantes.
Et, euh, et là, tu vois, je repensais aussi à un truc que tu as dit, qu'on était dans le pays avec comme slogan, on va dire, liberté, égalité, fraternité. Euh, et moi, j'ai espoir qu'un jour, ça puisse être liberté, équité et adelphité. Parce que, ben oui, hein, la Constitution, elle a été menée pour les hommes et par les hommes et pour les hommes. Ouais. Donc qu'on puisse, voilà, mettre sur un même plan euh, l'intérêt des femmes comme l'intérêt des hommes. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de ce système. Bah ouais, le système est aussi au service du système et malheureusement plus au service des familles. Parce que, comme tu disais, voilà, là, qui se couvrent. Ils font ça pour se couvrir et c'est, pour moi, on reste dans la, dans un fonctionnement de déni de responsabilité. C'est pas moi, c'est les consignes. C'est pas moi, c'est la procédure. C'est pas moi, c'est le protocole. Ouais. Et malheureusement, c'est comme ça que des millions de juifs ont été amenés au crématorium. Ouais. C'est pas moi, c'était les ordres. Voilà. Oui. Donc quand on... C'est qu'on soit encore là et qu'on n'ait pas de conscience sur la responsabilité en fait qu'on a chacun pour soi-même, mais aussi pour notre pays en fait, pour tout le monde en fait, pour les citoyens, parce que si tu prends la responsabilité toi-même, tu deviens aussi, enfin, tu prends la responsabilité en fait de dire aux autres, mais non, mais t'inquiète, enfin, je gère pour toi parce que je sais ce que je fais, enfin, et ouais, j'espère qu'un jour notre histoire nous servira et qu'on saura l'analyser correctement pour en sortir quelque chose de bien. Je l'espère. Comment tu te sens toi là, après, après être venu déposer cette, ce puissant témoignage? Je me sens planeuse. Ouais, émotionnellement, bah, du coup, de parler de tout ça, enfin, de tout, c'est assez fort, beaucoup d'émotions, mais enfin, ça fait du bien en fait de déposer et voilà, et de me dire que bah, mon histoire, enfin, c'est mon histoire et vraiment de mettre des mots dessus et de la faire de façon chronologique en espérant que j'ai fait ça plutôt bien parce que c'est compliqué de faire la chronologie correctement, mais ouais, ça fait du bien. Ben, merci à toi, merci à Jeanne, parce que franchement, elle a été d'une patience aussi. Oui. Oui, mais ça, par contre, tu vois, c'est vraiment, je pense, une différence de la façon dont elle est née. Enfin, en fait, elle est née dans le temps qui lui était juste et de la façon qui lui était juste. Et du coup, ben, elle est posée, elle est bien, quoi. Enfin, alors que Léon, on l'a forcé à sortir de façon pas du tout respectueuse. Et je pense que ça y joue vraiment sur comment on est et comment on se comporte après, quoi. Je rejoins totalement cette croyance-là. En tout cas, dans ce que j'ai expérimenté là, il y a, en plus, on a fait un placenta lotus, donc même les premiers jours de vie étaient très posés, très calmes. On a vu personne, personne, personne. Enfin, si, il y a, mais on a vu la sage-femme, je crois, 12, 13 heures après, qui est venue parce que, voilà, nous, on savait que chez nous, enfantement libre, sans papier médical, c'était mort, quoi. Ouais. Et c'était tout doux, quoi. Et au final, on a plus parlé qu'autre chose. Je crois qu'elle lui a même pas mesuré la tête. En gros, elle a juste vu le poids et c'est tout. Enfin, ça a été très doux, très tranquille. Et c'est ça aussi les avantages du placenta lotus. Tu peux pas trop bouger le bébé. Donc, entre la douceur de la naissance, la douceur des premiers temps, c'est... Oui. Et Lou m'a témoigné qu'elle était très en colère du fait qu'on l'ait déclenché. Ah ouais. Que c'était pas juste et qu'elle aussi, elle aurait voulu rester plus longtemps. Mm.
C'est une enfant. Alors, je la sentais aussi dans le ventre, hein, comme quoi c'est une enfant beaucoup dans le mouvement. Et, mais je sens qu'il y a comme si on l'avait privée en fait d'une certaine chose qui fait que ben, son socle est moins stable. Je sais pas si je suis claire. Ou si ça parle. Ma vision des choses, moi, Léon n'a pas été déclenché, mais je pense que c'était pas le moment pour lui de naître non plus. Et il n'est pas comme ça, quoi. Mais ouais. Mais bon, c'est l'industrie, c'est l'usine, et il faut remplir des cases et des protocoles, et il faut les cocher. Et voilà, c'est comme ça. Et en fait, que ça soit juste ou pas pour la personne. Et oui, et moi, en tant qu'infirmière, j'ai accompagné la fin de vie, du coup, parce que c'est une période de la vie que j'aime beaucoup, les derniers moments. Mais je serais plus capable de retourner travailler là-bas parce que voilà, c'est encore des cases à remplir et que si ça va pas assez vite, eh ben on rajoute un peu de morphine un peu plus fort pour que la personne parte plus vite parce qu'on a besoin du lit, parce que on n'a pas le temps et que voilà, on préfère sédater que d'accompagner, on préfère et c'est la même chose en fait pour la naissance, hein, que ça soit le début de la vie ou la fin de la vie, on n'est pas enfin, c'est pas qu'on n'est pas capable, on a les capacités, mais on ne nous laisse pas le faire. Et le temps que les papiers sont remplis, mais on est couvert, c'est pas nous. On a fait notre travail parce qu'on a rempli nos petites cases. Et voilà, on a tout tracé et c'est parfait. Et voilà. Et on parle pas de l'accompagnement de l'entre-deux de la vie parce que là aussi, on n'est pas bon du tout et que ce soit à toutes les sphères, à tous les niveaux. Enfin, on n'est pas respectueux de rien et on se plaint que notre monde est égoïste. Mais, euh, mais comment demander à des gens de penser à autrui, d'être pour autrui quand nous-mêmes, on ne les a pas respectés à leur naissance, quand nous-mêmes, on a été égoïstes parce que c'est bientôt 19h et que c'est bientôt l'heure du repas et que ça serait bien que tu naisses avant que je puisse manger tranquille ou que je puisse aller dormir. Et enfin, moi, je me dis, si on ne les respecte pas à la naissance, on ne peut pas leur demander que dans leur vie adulte, tout ça, ils nous respectent. Et oui, on est dans un pays qui est devenu très égoïste, mais je pense qu'on s'était cherché, quoi. Et voilà, c'est les générations qui sont depuis qu'on médicalise vraiment l'accouchement, en fait. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on remette tout ça en question, mais je pense qu'ils ne sont pas prêts à remettre ça en question. Absolument pas. Là, on leur préfère pied, tous ces médecins et tout ça, de ce qu'ils savent, parce que tout est la définition du savoir, on met ce qu'on veut derrière, mais ils ne sont pas prêts. Et comme ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, c'est encore plus dur de leur faire comprendre. En CNV, ça a été le fait de pratiquer la CNV, ça a été synthétisé en 4 phases, avec le fait qu'on soit inconsciemment inconscient. Donc au début, la vie, tout va bien parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc on fait, voilà, on vit la vie, on balance des punchlines et voilà. Et ensuite, quand tu fais ton premier stage de CNV, tu es, non, c'est inconsciemment incompétent. Ensuite, tu es consciemment incompétent. Et là, c'est limite, tu n'oses plus ouvrir la bouche, tu fuis les gens parce que tu as peur de dire une connerie. Et surtout, tu entends tout ce que la violence au final de notre langue, rien que de notre langue, c'est chaud, quoi, au-delà de l'intention. Ensuite, tu deviens consciemment compétent, c'est-à-dire que tu es vraiment en train de... Ok, alors, je vais aller voir je vais vraiment être dans l'observation, puis après je vais aller voir à l'intérieur c'est quoi mon sentiment, je vais aller chercher derrière quels sont mes besoins, puis ensuite je vais formuler, enfin voilà, c'est vraiment, tu deviens consciemment compétent et j'espère toujours y aller et que la plupart de l'humanité puisse s'y rendre, être inconsciemment compétente, c'est-à-dire que tu intègres
ce langage, ce cheminement, et sans que tu aies besoin d'y mettre une intention particulière. Enfin, ça vient fluidement. En fait, tu as retrouvé ton langage du cœur, quoi. Et je fais ce parallèle-là avec, oui, aujourd'hui, la plupart du paradigme médical, enfin, ouais, la plupart des personnes travaillant dans le milieu médical, c'est je suis inconsciemment incompétent. Et il y a du travail. J'espère qu'il y aura vraiment une prise de conscience un jour. J'espère le voir moi et je l'espère surtout pour mes enfants, en fait. Enfin, j'ai pas envie qu'ils évoluent dans le monde dans lequel on évolue et le temps qu'ils sont enfants, je sais que je vais pouvoir les protéger, les guider là-dedans, mais voilà. Et je veux aussi leur donner les armes de vivre dans ce monde parce que, voilà, je me dis en 20 ans, il peut se passer des choses et en même temps, c'est pas beaucoup à l'histoire de l'humanité. Donc, Mais oui, c'est ça. C'est ça. Et d'un côté, tu vois, c'est ça qui me fait super confiance quand tu vois. Non, je voudrais que tu laisses ça, s'il te plaît, Chouchou. Non. Oui, je comprends que tu voudrais le voir. Quand tu as le. Je sais pas si tu l'as vu ce réel où je déroule une bobine. Enfin, où c'est les enfants qui déroulent une bobine. Je te l'enverrai si tu veux après. Où c'est. T'as c'est une longue bobine qui mesure 30 mètres. Et sur la plupart, en fait, sur les 30 mètres, tu as 29 mètres, plus de 29 mètres d'histoire de l'humanité. Puis ensuite, tu as le début de la sociabilisation des naissances, c'est environ 80 centimètres. Et après, tu as 4 millimètres d'intervention et de notre médecine obstétricale actuelle. Donc, c'est engrammé dans nos... En fait, c'est pour dire vraiment que c'est engrammé dans nos cellules, comme quoi, enfin, c'est là l'enfantement libre et autonome. C'est dans notre histoire, dans notre lignée. Elles ont enfanté librement. Et que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui est véhiculé dans notre société, parce que si on dézoome et qu'on va dans d'autres pays, il y a d'autres schémas, il y a d'autres choses, mais là aussi, oui, on va le ranger après. Là aussi, on est comme sur... on a la possibilité d'aller vers autre chose, mais il faut aussi se sortir de son ego de là, maintenant, ce que je sais n'est rien vis-à-vis de tout ce qui existe. Mais c'est ça, et découvrir, moi, cette puissance, ouais, ça te permet de découvrir que tu es puissante et en même temps que tu n'es rien. Enfin, rien, on n'est pas beaucoup par rapport à toute cette histoire de l'humanité et tout ça. Et toutes ces personnes qui disent que l'hôpital a sauvé des vies, que c'est grâce à la médicalisation qu'il y a beaucoup moins de morts infantiles. Mais en fait, c'est l'arrivée de l'hygiène qui a permis ça. Et l'hygiène, elle n'est pas présente qu'à l'hôpital, elle est présente à la maison. Et clairement, pour avoir travaillé des années à l'hôpital, ma maison est plus propre que l'hôpital. On parle de l'hôpital comme un milieu aseptisé, mais en fait, il y a les pires bactéries du monde là-bas. Et en plus, tu fais un beau cocktail parce que tu mélanges toutes en même temps. Donc, en fait, l'hôpital est beaucoup plus sale que la maison. Et c'est grâce à l'hygiène que oui, il y a beaucoup moins de morts infantiles, mais l'hygiène, tu l'as chez toi aussi, en fait. Et il n'y a pas besoin que ça soit stérile pour accoucher, parce qu'un accouchement n'est pas stérile, un bébé n'est pas stérile, et qu'il a besoin de bonnes bactéries pour lutter contre les mauvaises. Et si on stérilise tout, ça va pas. Et il ne faut pas oublier que l'hôpital crée que des problèmes auxquels elle est capable de résoudre. Donc oui, on sauve des bébés, mais on sauve des bébés de quelque chose qu'on a créé. Et quand on crée quelque chose, on est capable d'en gérer les conséquences. Et voilà. Et oui, un bébé peut mourir, ça j'en suis consciente et j'ai énormément travaillé sur la mort pendant aussi ce process. Oui, on peut mourir, un bébé peut mourir in utero et c'est très très dur pour les parents. Mais en même temps, on ne peut pas l'empêcher et que tu sois à l'hôpital ou que tu sois chez toi, si bébé doit mourir, il mourra en fait. Et moi, je m'étais vraiment préparée à me dire que potentiellement Jade pouvait mourir et que si elle mourait, je voulais lui offrir une naissance et un accueil doux pour sa mort à la maison. Que d'être retirée de moi, mis je ne sais où parce qu'elle est morte et qu'on a tellement peur de la mort
qu'on préfère vite la cacher, vite. Et, et, et s'il y a des mamans qui ont perdu un bébé, je sais que j'en ai pas perdu. Enfin, j'ai perdu un bébé à quelques semaines de grossesse, mais c'est pas la même chose. Je pense que, enfin, on est toutes différentes là-dessus et j'accepte toutes les histoires et je comprends toutes les histoires. Vraiment, on le vit, on gère ce genre d'histoire comme on peut chacune avec nos ressources et voilà, et ce qu'on est capable. Mais c'est pas l'hôpital qui sauve des morts et si bébé doit mourir, que tu sois chez toi ou que tu sois à l'hôpital, il mourra en fait. Les seuls bébés qui sont sauvés à l'hôpital, c'est les bébés, c'est l'hôpital qui a créé le problème et il l'a sauvé et du coup on les voit comme des sauveurs. Et c'est vraiment cette position, je trouve, d'homme et de société où comme on est sauveur, on reste puissant et voilà, et vous avez forcément besoin de nous parce qu'on en a sauvé des bébés, vous avez besoin de nous. Mais ouais. Mais après, il faut être capable de se questionner. Il faut être capable d'être au bord. Enfin voilà, quand on se questionne beaucoup, on se retrouve seul avec soi-même, avec ses réflexions, et ça fait peur. Et je comprends que tout le monde ne soit pas apte à cet instant T de faire ce travail, et on a toute une vie pour ça. Il y en a qui arriveront, il y en a qui arriveront pas, et je pense qu'il faut être doux avec soi-même et avec chacun de ce travail parce que comme on n'est pas aidé, c'est très très dur de se questionner. Et voilà. Et je crois que c'est toi qui avais écrit un post, je sais plus, parce que j'en ai vu beaucoup, mais vaut mieux être à contre-courant qu'à contre-cœur. Et depuis cette grossesse et cette naissance, mais je suis à contre-courant, clairement. Mais je suis tellement bien avec mon cœur et avec moi-même que ça vaut mille, ça vaut mille, quoi, clairement. Mais c'est cette histoire de ne... Tu sais, bah, on a été éduqués à faire plaisir, comme se diminuer pour pouvoir plus donner d'espace aux autres. Et en fait, revenir en fait, on a autant de légitimité que n'importe quel être humain. Et avoir cette force de revenir de non, je me lâche pas la main. Non, ma voix, mes envies, mes besoins ont autant de légitimité que celle d'une autre personne. Et en même temps, cette naissance-là, enfin, ce chemin-là, cette aventure-là, moi, elle va me rester ancrée, engrammée dans mon cœur, dans mon corps toute ma vie. Alors que ce soit la sage-femme à AD qui avait commencé à vous accompagner pendant la grossesse ou que ce soit, bref, toutes les personnes avec qui tu as rencontré du milieu médical, mais dans 5 ans, elles auront complètement oublié, quoi. C'est pas... Ça passe, quoi. C'est à quel point, parce que c'est, entre guillemets, c'est que un travail pour eux. Je veux pas minimiser, voilà, la violence du système par rapport aux personnes qui travaillent à l'hôpital. Mais de remettre, ok, en fait, se positionner comme étant plus sachant que la personne qui enfante, pour moi, c'est délétère pour l'ensemble de la société. Et je veux revenir aussi sur, tu parlais, tu vois, de bactériologie, que l'enfant, effectivement, s'il il est né dans un espace avec des bactéries connues, les bactéries de la mer, du chien, entre guillemets, des bactéries dont la mère est quotidiennement en contact, a des effets bénéfiques pour le bébé, plutôt qu'il vient de naître dans un milieu autre que la maison, dans un univers même hospitalier, où tu disais qu'il y avait, voilà, il nettoie plus, mais il y a effectivement des contacts de bactéries, mais toi qui vas aux urgences, comme ça, c'est nain. Il y a aussi il y a aussi là, tu vois, avec tout ce qui a été confinement, les gens ont été moins exposés aux bactéries globaux. Et il y a des nouvelles maladies ou des maladies qui étaient rares qui viennent de plus en plus. Ce qu'a chopé Robin en janvier, où il a failli passer, c'est très rare. Il y en a à peu près 5 par an.
Quand on est arrivé à l'hôpital, donc 5 par an, ils commencent de septembre et on est arrivé en janvier, il y en avait déjà eu 5. Robin était le 6e cas. Il y en a plus. La médecine qui suit les enfants, elle dit, mais là, c'est un truc de fou quand je mets sous antibiotiques, parce que c'est quelqu'un qui met rarement sous antibiotiques. Je suis obligée de changer. Il y a une personne qu'elle a dû mettre sous 3 antibiotiques différents pour que ça ait un effet. On assiste à vraiment une grosse perturbation de notre immunité globale et on assiste au fait, oui, vivre dans un milieu aseptisé, mais c'est pas favorable. Éliminer les bactéries, c'est contre-productif à notre survie. Donc ça m'a fait penser à tout ça. Je sais pas ce qu'ils font depuis tout à l'heure derrière, ils magouillent, il faut pas Surprise. Généralement, c'est ça, tu vois. À la fin de l'enregistrement, je découvre la maison, je fais OK, il y a plein de trucs à nettoyer. Ou à réparer. Oui, mais après, les bactéries, elles sont bonnes. Enfin, quand tu vois que dans les maternelles, tu as plus de 700 souches bactériennes, c'est qu'on en a besoin. Voilà. Et s'il passe par voie basse, par le canal vaginal, où il y a aussi beaucoup de bactéries, c'est que le bébé en a besoin, on en a besoin en fait. Et je ne sais pas pourquoi on a ce besoin d'aseptiser tout. Je pense que c'est quelque chose de plus profond que juste bactériologique. Je pense qu'il y a un. Enfin, je pars dans ma philosophie, mais je pense que c'est beaucoup plus profond. Plus on est aseptisé, plus on aseptise nos façons de penser et des trucs. Ouais, mais plus on rentre dans des cases et plus on est sûr qu'en fait, il n'y a pas de rébellion, qu'il n'y a pas de. Voilà, on parle de la puissance de la femme et tout ça. Et je pense que le fait de tout aseptiser, c'est beaucoup plus profond qu'une histoire bactériologique. Et vraiment, là, je fais la réflexion en même temps que je te parle, mais ouais, je pense qu'il y a un truc à creuser là-dessus sur le fait d'aseptiser. Et je pense que c'est très profond et on n'est pas encore ouvert là-dessus. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc là-dessus et on essaye de tout aseptiser, on essaye de tout. Enfin, ouais. Je suis en train de me former à l'allaitement pour devenir consultante en lactation et quand tu découvres les merveilles du lait maternel, et c'est aussi dingue que les merveilles de la grossesse et de l'enfantement, en fait. Mais en fait, je te dis, mais je ne sais pas pourquoi on médicalise tout, alors que notre corps, il a tout prévu. Enfin, il ne nous a pas attendu, en fait. Il n'a pas attendu qu'on réfléchisse à se dire, attends, mais il faudrait peut-être ça et ça et ça pour faire ça. Mais en fait, non. Et, ouais, je sais pas, je pense qu'on a oublié notre histoire. On a oublié qu'on est là depuis de très, 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 très nombreuses années. Et que, en fait, nous, on n'est rien sur l'histoire de notre terre. Enfin, enfin, voilà, on vit, au mieux, on vit 100 ans dans les longues vies. Mais c'est quoi 100 ans sur tout ce qui s'est passé sur notre terre? Et on n'est rien, quoi. Et ouais, ouais, il y a vraiment une méditation et une réflexion à faire là-dessus. Mais voilà. Est-ce que tu es d'accord alors, je vais te poser une question. Sache que tu n'es pas obligé de me répondre dans l'immédiat, que ça peut prendre plusieurs semaines ou quoi. Est-ce que tu serais d'accord que je fasse un épisode bonus avec notre échange privé ou tu préférerais que ça reste privé? Non, tu peux faire un épisode bonus sur toutes ces réflexions. Non, mais enfin, il y a un moment, il faut que ça sorte aussi, il faut que d'autres personnes puissent l'entendre. Et moi, c'est grâce à des posts que j'ai vu passer, des choses que j'en suis arrivée là. Et je pense que oui, c'est important que voilà, une future personne tombe dessus et que ça l'aide à cheminer elle aussi à sa façon. Bah, vraiment un immense merci pour ce moment. C'est ce que je préfère dans ces podcasts ou même dans mes accompagnements de doula, c'est de pouvoir être la témoin de cette transformation intérieure et de cette
prise de souveraineté, de reprise de sa souveraineté. Donc, merci beaucoup. De rien. Merci à toi de m'avoir offert cet espace. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.